Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce colloque de la décennie des Nations Unies sur l'océan. Nous aurons 4 tables rondes au cours de ce colloque autour des enjeux d'observation, d'études, de préservation et de lien entre l'océan et la société, qui est un des aspects essentiels de la décennie, avec des approches multidisciplinaires et transdisciplinaires autour de la recherche, la gestion, la valorisation, la sensibilisation et la protection de l'océan. Bienvenue à vous toutes et tous qui êtes ici à Océanopolis. Bienvenue aussi à vous qui nous suivez en direct sur YouTube pour nous accueillir ici puisque nous sommes à Océanopolis, un établissement de Brestem, société locale d'économie mixte qui gère les grands équipements de Brest. Eh bien, j'invite tout de suite Nathalie Perron-Lecor, directrice déléguée maire de Brestem, à prendre la parole pour le mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Océanopolis, un centre national de culture scientifique dédié à l'océan. L'ensemble des équipes d'Océanopolis et moi-même sommes très ravis et honorés de co-organiser et d'accueillir aujourd'hui ce deuxième colloque dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Merci à Monsieur Marc Moroni, sous-directeur de la recherche au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, président du Comité national français pour la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO pour votre confiance. Je remercie également Céline Miret, directrice scientifique, partenariat et relations internationales d'Océanopolis, qui a travaillé avec nos partenaires pour vous proposer un programme très riche de tables rondes et d'intervenants. Alors, depuis plus de 30 ans, Océanopolis, Centre national de culture scientifique dédié à l'océan, est engagé dans le développement des connaissances océaniques et leur diffusion de façon appropriée à tous. Notre métier est de créer le lien entre science et société pour changer le regard sur l'océan. Nous franchirons cette année le cap des 14 millions de visiteurs accueillis depuis la création d'Océanopolis et son ouverture en 1990, dont près de 450 000 l'année dernière, parmi lesquels quelques 35 000 scolaires accueillis à l'école de l'océan, auprès desquels nous avons veillé à créer des émotions pour ancrer le partage des savoirs. Mieux connaître l'océan, mieux le comprendre, pour mieux le protéger, c'est une réalité quotidienne pour tous les acteurs scientifiques, universitaires, économiques et politiques ici à Brest. Au cœur de cette communauté, Océanopolis participe à la nécessaire sensibilisation d'un large public multigénérationnel, avec intégrité et objectivité, pour donner à chacune et chacun toutes les clés de compréhension. Océanopolis s'appuie sur son expertise pédagogique depuis plus de 30 ans et sa légitimité en matière de culture scientifique. Pour renforcer son impact, Océanopolis, premier équipement touristique payant de Bretagne et centre national de culture scientifique dédié à l'océan, entreprend sa métamorphose pour toujours mieux répondre à sa raison d'être, créer des émotions et partager des savoirs pour changer le regard sur l'océan. Cet ambitieux programme de rénovation a débuté en septembre 2023 et s'achèvera à l'été 2025, avec 2 phases pendant lesquelles nous continuons à accueillir nos visiteurs et remplir nos missions. Se réinventer et respecter notre ADN, c'est l'ambition de cette métamorphose. Placer le visiteur au cœur de l'expérience Océanopolis. Renforcer le lien entre science et société, essentiel pour permettre aux citoyens de construire son propre jugement. Pour agir, il faut comprendre. Cette métamorphose va inviter nos visiteurs, petits et grands, à un voyage sensoriel, immersif et inclusif pour découvrir le rôle clé de l'océan sur Terre et la richesse de sa biodiversité à préserver. Émerveillés par la magie et la beauté du vivant, éveiller les consciences par des dispositifs innovants et accessibles, faciliter la visite pour centrer l'attention sur notre récit, celui d'un océan de vie et d'enjeux pour aujourd'hui et demain. Rendez-vous à l'été 2025 pour découvrir l'achèvement de cette métamorphose. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon colloque. Merci Nathalie Perron-Lecor, donc rendez-vous est pris. Nous ouvrons à présent ce deuxième colloque avec Marc Moroni, président du Comité national de la CEI, la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, sous-directeur de la recherche au Commissariat général du développement durable au ministère de la Transition écologique et de la cohésion du territoire. Et vous allez nous rappeler toute l'importance de la décennie. Oh combien. Tout d'abord, bonjour à tous. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est que j'éprouve un grand plaisir à me retrouver parmi vous ici et évidemment également à remercier Océanopolis qui nous accueille ici à nouveau pour cette nouvelle édition, cette seconde édition du colloque national pour la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable.
Merci à Océanopolis d'être notre partenaire aux côtés du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires pour l'organisation de cet événement qui s'inscrit dans le cadre de l'animation de la communauté française autour de la décennie. Et merci à toute l'équipe qui s'est démenée pour organiser cet événement. La première édition de ce colloque avait eu lieu ici même en juillet 2022. Ça avait été un franc succès. On avait été 150 personnes, je crois, à suivre cette édition, en présentiel ou à distance. Vous aviez été nombreux à l'époque à manifester de l'intérêt pour cet événement et on avait également émis le souhait de pouvoir nous retrouver ici pour ce nouvel événement, cette seconde édition. C'est cet élan qui fait que l'on se retrouve à nouveau ici pour fédérer la communauté de la décennie. Et se retrouver en fait enfin pour tenir ce colloque qui avait été initialement prévu en novembre de l'année dernière. Vous vous rappelez sûrement que nous avions été contraints de l'annuler au dernier moment en raison des nombreux dégâts qu'avaient subis la pointe bretonne et Brest en particulier à la suite de la tempête Sioran. C'était regrettable, mais nous avons vraiment voulu souhaiter maintenir la dimension nationale de cet événement et surtout le maintenir en présentiel pour garder ce moment d'échange et profiter de l'hospitalité et de la convivialité bretonne au cours de ces 2 journées qui nous attendent. Tenir cet événement à Brest, qui plus est à Océanopolis, qui est un centre national de culture scientifique et technique dédié à l'océan, a tout son sens, puisqu'il y a 2 ans, Brest était le centre névralgique de l'océan en accueillant le One Ocean Summit. En effet, l'océan, c'est 70% de la surface de la planète. C'est un écosystème essentiel aux équilibres naturels de la planète. C'est un maillon indispensable de la vie sur Terre, mais c'est aussi un élément essentiel à l'équilibre de nos climats, alors qu'on sait tous que même s'il est indispensable de redoubler l'effort pour limiter nos empreintes carbone, il est aussi nécessaire en même temps de nous préparer et de nous adapter au changement. Et pourtant, le constat aujourd'hui est celui d'une urgence océanique, puisque les pressions que subit l'océan sont multiples. La pollution, la surpêche, le changement climatique, on en parlait, et les conséquences de ces événements sur la perte de biodiversité. Pour préserver l'océan dans sa globalité et mieux le gérer, nous avons besoin de mieux le connaître et mieux le comprendre. Or, notre connaissance de l'océan est pour le moment partielle, très partielle. Malgré cette connaissance lacunaire, et en fait peut-être à cause de ces lacunes encore, nous, institutionnels, ministères, avons des attentes extrêmement vives vis-à-vis de la science pour qu'elle puisse éclairer nos actions et nous aider dans nos prises de décision. Et surtout, cette science, il faut qu'elle nous permette d'identifier des solutions pratiques pour répondre aux problèmes auxquels nous faisons face, et ainsi qu'on puisse mettre en œuvre des actions concrètes. Et pour cela, nous avons besoin d'une science transdisciplinaire, on en parlait à l'instant. Enrichir la science sur toute la chaîne, c'est une nécessité, comme l'est aussi le passage à l'action. C'est-à-dire qu'au-delà de l'expertise scientifique, de la production, de la création, de la capitalisation des savoirs, il y a aussi la question de la transmission aux décideurs, au pouvoir public, mais aussi aux citoyens, pour que chacun puisse s'approprier à son niveau de responsabilité, individuelle ou collective, les défis à relever et s'engager dans des comportements éclairés par la connaissance. Cette interface science-société est donc un élément essentiel. Et pour ça, nous avons à notre disposition un outil formidable pour accélérer et pour transmettre toute cette science au service de l'action. C'est la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, qui a été lancée en janvier 2021 pour 10 ans, et dont la coordination est assurée par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, la COI. 3 ans après le lancement de la décennie pour les sciences océaniques, la communauté nationale océanique a bien compris ce qu'elle pouvait faire de cette décennie. Cette communauté a répondu présente en portant un peu plus d'une trentaine de programmes, projets et actions à la suite des 5 premiers appels qui ont été lancés. Nous pouvons vraiment nous en féliciter. Mais n'oublions pas également le centre collaboratif de la décennie pour la prévision océanique qui est porté par Mercator Océan International, qui permet de montrer notre savoir-faire sur la prévision océanique. Durant ces 2 journées, nous assisterons aux témoignages de porteurs de projets et je les en remercie. Ils se sont engagés dans la décennie et ils nous expliqueront pourquoi cet engagement et aussi ce qu'ils en tirent, ce que ça leur procure. J'espère qu'ils vous donneront à tous l'envie de vous embarquer dans le sillage pour cette belle initiative fédératrice. Le colloque qui nous rassemble à l'interface entre science et décision publique est aussi un jalon venant en appui à la mise en œuvre de nos politiques environnementales et maritimes. Ce colloque, c'est une étape avant la conférence de la décennie qui se tiendra le mois prochain à Barcelone, puis le congrès pour les sciences océaniques qui se tiendra en amont de la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan, l'UNOC, on en parlait tout à l'heure, en 2025 à Nice, conférence que la France organise aux côtés du Costa Rica. Pour conclure enfin, je voudrais remercier chaleureusement encore une fois chacun d'entre vous qui s'engage pour la décennie, pour l'océan, pour le travail que vous faites
Et j'espère que ces 2 journées permettront d'embarquer de nouveaux acteurs à nos côtés dans la décennie pour les sciences océaniques. Voilà, j'ai fini. Je nous souhaite à toutes 2 excellentes journées d'échange et de partage d'expériences. Merci Marc Moroni. Nous allons en savoir un peu plus sur cette interface entre science et société, avec un rappel de ce qu'est la décennie de l'océan, avec Olivier Dufourneau de la COI et coordinateur de la plateforme Cities with the Ocean, point focal pour les comités nationaux de la décennie de l'océan. Olivier Dufourneau, le temps de mettre en place votre présentation et nous vous écoutons. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et un grand merci à Océanopolis de nous accueillir ici et au Comité national de la décennie pour la France d'avoir pris l'initiative de ce 2e colloque national et je l'espère certainement pas le dernier. Donc c'est un plaisir pour démarrer cet après-midi d'échange que de vous apporter quelques, je vais dire, rappels, parce que je suis certain que beaucoup d'entre vous en savent déjà beaucoup sur la décennie de l'océan, mais quelques points clés qui ont déjà été mentionnés par Marc Moroni juste avant, sur ce que la décennie de l'océan souhaite véritablement réaliser, ce rôle de transformation des sciences océaniques et de leur place dans la société, et puis un petit rappel sur comment tout ça se place. Alors, la vision générale de cette décennie, c'est la science dont nous avons besoin pour l'océan que nous voulons. Un vaste sujet, hein, évidemment. Les enjeux sont nombreux. Pour y répondre, quelques éléments clés. La science, bien sûr, c'est le socle de cette décennie, mais c'est une science qui vient, comme Marc l'a indiqué, apporter des solutions. L'axe est vraiment donné sur les savoirs pour analyser les problèmes, pour trouver des solutions au développement durable et aussi pour intervenir sur éclairer, améliorer cette relation que chacun peut avoir avec l'océan. Voilà vraiment des éléments clés qui vont au-delà de la stricte pratique scientifique. Et puis, pour reprendre une dernière fois le nom complet de cette décennie, hein, la décennie des Nations Unies des sciences océaniques pour le développement durable, un rappel qui est que bien sûr, on parle de science de l'océan, de connaissance de l'océan, mais l'objectif va au-delà de l'océan. L'objectif va au-delà de l'objectif de développement durable numéro 14. Il s'agit vraiment de renforcer la contribution de l'océan au développement durable planétaire dans sa plus large expression. Et les 17 objectifs de développement durable sont concernés. C'est la biodiversité, c'est le climat, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est nourrir le monde d'une façon durable, c'est renforcer les opportunités pour tout le monde, pour l'égalité entre les sexes, pour l'inclusivité finalement du développement. Voilà ce qui est en jeu dans cette décennie, c'est des solutions basées sur l'océan, basées sur la science à tous ces défis. Alors, rentrons un peu plus dans le sujet, comment ça se décline en matière de sciences océaniques. À l'origine de la décennie, 10 défis ont été sélectionnés, ont été lancés aux sciences océaniques. Vous les avez ici. Je soulignerai simplement qu'il y a 3 catégories de défis. Les 6 premiers que vous avez en haut sont des défis, je dirais, classiques, qu'on sent assez proches des objectifs de développement durable, nourrir le monde, lutter contre la pollution, avoir des écosystèmes en bonne santé, développer une économie maritime durable. Voilà, c'est finalement ce vers quoi on tend. Mais pour y arriver, on a besoin aussi de produits, je dirais, intermédiaires, d'un socle qui se constitue, d'un socle qui est d'un côté technique, c'est tout ce qui a trait à l'observation de l'océan, au partage des données, à la modélisation de l'océan.
Et puis un socle plus social, et c'est là qu'intervient cette interface science-société qui a déjà été mentionnée, pour aller alimenter cette relation entre chacun, entre les individus, les structures, les institutions et l'océan. Et puis assurer aussi un rôle très important, parce que les Nations Unies ne sont pas un vain mot, un accès le plus large et le plus équitable possible aux compétences, aux connaissances à travers le monde, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces produits finalement de la science. Voilà vraiment ce qu'il faut trouver au sein de cette décennie. Alors, cette ambition, elle est très vaste, et elle s'appuie sur ce qu'on souhaite être un mouvement général de la société. Non pas seulement un engagement des institutions scientifiques à travers le monde, mais véritablement d'une mobilisation de tous les acteurs, de tous ceux qui gravitent autour de cette fameuse interface science, décision, société, dont on entend beaucoup parler. Les différents niveaux de gouvernement, les entreprises privées, les ONG, la communauté éducative, les aquariums et institutions comme Océanopolis, les communautés locales, les porteurs de savoir indigènes. Véritablement, l'ensemble des acteurs sont concernés, et on souhaite avancer vers non seulement un partage des connaissances, mais une véritable co-création de savoir, dans laquelle les parties prenantes sont associées du début, de l'initiative, jusqu'à l'application des connaissances scientifiques. Un petit rappel de la structure de la décennie, qui est assez complexe et qui s'étoffe de jour en jour. Comme Marc Moroni le rassemblait, c'est une initiative de l'Assemblée générale des Nations unies qui est mise en œuvre, coordonnée par le secrétariat de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, avec son unité de coordination de la décennie, qui est finalement la partie centralisée, mais qui est loin d'être la seule. Au gros bloc essentiel que vous avez en bleu au milieu, que sont les actions de la décennie, tous ceux qui contribuent volontairement avec des degrés d'importance, d'ambition évidemment très différents à produire cette science, autour d'eux, on a constitué tout un ensemble de supports, de structures, de partage, de liens de coordination, notamment celles qui sont en vert au milieu, dans lesquelles on retrouve les comités nationaux de la décennie, des centres collaboratifs de la décennie. J'ai entendu mentionner d'ores et déjà Mercator, c'est un exemple français parmi d'autres. Il y en a maintenant une douzaine à travers le monde, qui sont thématiques ou régionaux, et d'autres structures qui sont là pour créer du lien, créer de la dynamique par thématique, par région. Une structure de soutien au développement des capacités, et puis d'autres groupes de travail qui vont explorer des questions plus précises. Les comités nationaux, donc juste un point pour dire qu'aujourd'hui, ils sont 38 à travers le monde. La France a été un des premiers à en mettre un en place, et je suis ravi du dynamisme du comité français, qui, avec l'exemple de ce colloque aujourd'hui, mobilise l'ensemble de la communauté, les différents acteurs, et la diversité dont vous faites partie est vraiment extrêmement importante. Les autres structures que j'évoquais, on en a qui sont thématiques, autour des données, de l'observation, du partage de données, autour de questions comme le climat ou la résilience des communautés côtières. D'autres s'ajoutent au fur et à mesure, et des structures aussi régionales viennent créer du lien entre les différents pays et les différents projets. Alors aujourd'hui, quelques chiffres les plus à jour possibles, c'est après la dernière campagne de la labellisation de février. Aujourd'hui, c'est 51 programmes
qui ont été labellisés en 3 ans par la décennie de l'océan, 330 projets, 96 contributions et maintenant on doit être à 700 activités. Donc une mobilisation très importante, une réponse de la communauté internationale qui a été vraiment extrêmement satisfaisante et qui aujourd'hui bénéficie en plus de cette impulsion des structures de coordination que j'évoquais à l'instant. Je vous invite évidemment à consulter les réseaux sociaux, le site de la décennie, ainsi que j'y reviendrai, l'Ocean Decade Network. Alors, grand rendez-vous qui arrive dans maintenant à peine un mois, 4 semaines. Cette conférence de la décennie de l'océan, c'est le premier grand rendez-vous international, en personne en plus, depuis que la décennie a été créée. Donc à Barcelone, du 8 au 12 avril prochain. L'objectif est de rassembler l'ensemble, alors j'allais dire l'ensemble des acteurs, non, malheureusement, le succès est tel qu'on a été obligé de sélectionner un petit peu les participants, mais une diversité d'acteurs qui contribuent aujourd'hui à la décennie pour d'une part partager sur ce qui a déjà été fait, tirer les premiers enseignements des premières années et puis définir ensemble où on souhaite aller pour la suite, les 5 ans, 6 ans qui suivront pour la décennie. Avec 3 jours de conférence, 130 événements. Et comme je le disais, on a été débordé par le succès avec plus de 5000 demandes de participation pour une capacité de 1500 personnes, ce qui fait que je sais que certains sont encore sur liste d'attente. Ça peut être frustrant, je le comprends. C'est frustrant pour nous aussi de ne pas avoir tout le monde en place, mais il a fallu faire des choix pour donner la parole à tous les types d'acteurs et à tous les pays. Au cœur de cette conférence, un processus qu'on appelle Vision 2030, qui vient détailler l'ambition de la décennie sur les différents défis. Les 10 défis que j'évoquais tout à l'heure, ils ont été lancés au début de la décennie de façon très large pour essayer d'être plutôt inclusif, accueillir tout le monde, que chacun se sente à l'aise de participer, dans une démarche très volontariste de bottom-up. Et maintenant, on cherche à renforcer un petit peu les orientations stratégiques, vers quoi on veut aller, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on peut et souhaite réaliser d'ici la fin de cette décennie ou semer pour la suite. Donc c'est ce processus d'élaboration de livres blancs sur les 10 défis qui est en cours, qui a démarré avec des groupes de travail, qui ensuite a été étendu à une consultation internationale en ligne et qui fera l'objet de l'essentiel des débats lors de la conférence à Barcelone. Alors, maintenant, une question qui était posée pour cette introduction, mais pourquoi donc rentrer dans la décennie de l'océan? Pourquoi s'engager? Pourquoi la France et pourquoi vous devriez vous intéresser à la décennie de l'océan? Alors, en 2 diapos, je partagerai notre point de vue des intentions de la décennie, ce qu'on souhaite proposer. Mais je serais aussi ravi d'entendre au fil des 2 demi-journées de table ronde votre retour, votre expérience pour tous ceux qui sont effectivement engagés, pour qu'on voit si ça correspond bien, s'il y a d'autres choses à développer et évidemment nourrir et faire évoluer la décennie. Alors, première chose, je commencerai par un petit rappel. La décennie de l'océan, si on y rentre, c'est sans doute pas pour l'argent. En tout cas, pas directement, parce que cette décennie des Nations Unies est basée sur les bonnes volontés, mais pas sur un processus de financement comme le peut le proposer l'Union européenne, par exemple. Mais pour autant,
on espère, on souhaite vivement que la labellisation décennie de l'océan puisse renforcer certains dossiers et accompagner la soumission à différents processus de financement qui peuvent exister par ailleurs. Et puis, bien conscient aussi du fait qu'on ne finance pas, ben, on est aussi évidemment ouvert à ce que ce ne soient pas des projets ex nihilo qui apparaissent, mais qui soient des adaptations, des améliorations de projets qui peuvent déjà exister par ailleurs pour rentrer dans l'ambition que j'évoquais tout à l'heure de la décennie. Alors, maintenant, de façon plus décisive, ce qu'on souhaite vraiment mettre en place, proposer avec cette décennie de l'océan, c'est des opportunités de collaboration, j'ai envie de dire, dans tous les sens. On voit vraiment la décennie comme une grande matrice avec des collaborations thématiques classiques, de réseaux d'expertise, mais aussi des collaborations régionales qui se mettent en place entre les différents pays. Entre disciplines, le mot a déjà été lâché, transdisciplinarité, pour qu'interviennent ensemble l'océanographie physique, la biologie, l'écologie, mais aussi des sciences sociales, très importantes pour nous, pour justement faire ce lien avec la société et avec le développement durable. Et ce lien aussi que j'évoquais tout à l'heure avec les parties prenantes, dès le départ, à toutes les étapes, que soient engagées les différentes structures de la société. Évidemment, au niveau national, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on souhaite que cette ambition de la décennie s'inscrive pleinement en synergie avec les orientations nationales, et notamment pour ce qui est de la France, avec cet engagement fort qui a déjà été évoqué et qui le sera certainement par les prochains intervenants, dans la perspective de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan en 2025 à Nice, de l'année de la mer, du segment scientifique de l'UNOC 3. Voilà, évidemment, de quoi alimenter, conforter ces ambitions-là, et faire reconnaître, d'une façon plus générale, faire reconnaître un savoir-faire, une expertise française en matière de sciences océaniques dans certains domaines, et c'est notamment le cas pour Mercator Océan et la modélisation de l'océan, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Et enfin, évidemment, c'est contribuer à une dynamique mondiale qui n'est pas simplement plus de sciences océaniques, mais aussi des sciences différentes, d'inscrire les sciences océaniques vraiment dans ce nouvel élan pour la durabilité, pour la science de la durabilité, c'est-à-dire faire ce lien qui était déjà évoqué entre science, solutions à des défis sociétaux pour répondre aux besoins de développement au-delà de l'océan. Encore une fois, en associant toutes les disciplines et les parties prenantes. Voilà pour les grandes orientations, les grandes invitations que je souhaitais partager avec vous en introduction. Et pour ce qui est des questions pratiques de comment rentrer dans la décennie, trouver la porte d'entrée, le processus de labellisation. Je n'aurai pas le temps de rentrer là-dedans, mais je sais que le comité national est expert sur ce sujet et saura vous renseigner. Merci. Merci Olivier Dufourneau. Nous allons maintenant recevoir le PDG d'Ifremer. Quelles sont les actions d'Ifremer dans le cadre de la décennie et un lien aussi avec l'UNOC 2025. François Houillet, PDG d'Ifremer, je vous invite à prendre place au pupitre pour votre intervention. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être ici à Océanopolis, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à Valérie Verdier. Moi, j'ai toujours un immense plaisir à venir ici et inviter même les gens à aller visiter Océanolab. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais je ne peux pas résister à ce plaisir.
Je m'inscris volontiers dans le fil de ce que vient de dire Olivier Dufourneau. J'ai effectivement prévu de vous parler de deux choses un peu complémentaires. D'une part, la manière dont nous nous sommes engagés à l'IFREMER dans la décennie des sciences océaniques au service du développement durable. Et là, je crois que ce que je vais plutôt faire, c'est illustrer un certain nombre de motivations, de bonnes raisons qui ont été présentées par Olivier Dufourneau. Et puis, dans un deuxième temps, sans doute un peu trop bref, vous dire deux, trois mots sur la manière dont on prépare le congrès scientifique One Ocean Science, qui se situera juste à l'amont de UNOC3 à Nice en juin 2025. Sur l'engagement de l'IFREMER dans la décennie, d'une certaine manière, si on s'y est engagé, c'est parce qu'on a retrouvé dans le dispositif qui se mettait en place, non pas effectivement des financements, c'est pas ça qu'on est allé chercher, mais un certain nombre de valeurs, d'ambitions, d'éléments qui faisaient écho à ce que nous voulions faire au sein de l'IFREMER. Alors je vais l'illustrer par quelques exemples un peu concrets. Bon, le premier exemple est un exemple que nous partageons, le CNRS et l'IFREMER, puis que nous partageons plus largement avec la communauté scientifique. C'est le programme prioritaire de recherche océan-climat. C'est un programme qui se déroule sur 2021-2028. C'est un programme qui est labellisé contribution à la décennie, contribution nationale à la décennie des océans. C'est un programme qui n'est donc pas financé par la décennie, mais la prise de décision par l'État pour décider d'engager 40 millions dans ce programme, elle s'est faite parce que la décennie, au même moment que la décennie se mettait en place. Alors après, on cherchera sans fin la poule et l'œuf, mais je pense que ça illustre assez bien l'idée de renforcement de dossiers. À un moment donné, CNRS, IFREMER, on avait porté cette idée d'un programme national. Je pense que ça a rencontré un écho parce que la décennie se mettait en place. Si vous regardez les 7 grands défis qui ont été listés dans ce programme prioritaire de recherche océan-climat, je pense que vous retrouverez d'une manière ou d'une autre les 10 défis qu'a proposé Olivier Dufourneau tout à l'heure, sauf un. Il y en a un qui est clairement pas là, c'est celui qui concerne le développement d'une économie maritime durable et équitable. Ça n'était pas l'objet central de ce programme prioritaire de recherche océan-climat. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas un sujet intéressant. Mais pratiquement sur les 7 autres défis du PPR, vous trouvez un écho aux 9 autres défis de la décennie. Un point quand même qu'il est nécessaire de mentionner, c'est que ce système étant une contribution nationale, il finance des projets nationaux et que l'articulation, la bonne articulation avec la décennie, elle est assez indirecte. C'est-à-dire que indirectement, la décennie a renforcé le dossier et indirectement, les résultats scientifiques, les publications, les innovations qui pourront sortir de ce PPR viendront contribuer, mais il n'y a pas de lien direct et explicite. Et on n'a pas trouvé de manière de macler ce programme-là avec d'autres actions internationales. Ça a aussi permis à nos collègues qui sont dans ce PPR de participer au centre collaboratif sur la prédiction, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et qui est coordonné par Mercator Océan International. Le deuxième exemple que je voulais évoquer, c'est celui d'un programme de la décennie qui est coordonné par l'IFREMER, qui concerne l'océan profond, One Deep Ocean, qui nous amène à avoir un certain nombre d'actions, d'observations, par exemple de la biodiversité des monts sous-marins, mais qui nous amène aussi à développer des collaborations internationales avec des partenaires qui étaient des partenaires anciens de l'IFREMER. Je pense par exemple au JAMSTEC au Japon, je pense aussi à nos collègues de Ocean Networks Canada, mais ça nous amène aussi à développer des nouvelles collaborations, par exemple avec les Néo-Zélandais. Et puis, ça amène à se poser la question du lien entre ce programme particulier, One Deep Ocean, qui est dédié principalement à l'observation de l'océan profond, avec d'autres programmes portés par d'autres institutions qui sont labellisées par la décennie des océans et qui sont listés ici, Challenger 150 et puis Deep Ocean Observing Strategy. Donc, un des intérêts que nous y trouvons là, c'est à la fois de valoriser un certain nombre de partenariats anciens, d'en développer de nouveaux, puis aussi de peut-être un moment ou un autre, dans les 2-3 ans qui viennent, d'arriver encore mieux à se coordonner entre programmes dédiés à l'océan profond, qui est clairement une des priorités. Troisième type d'exemple, bon, l'IFREMER est impliqué, il ne porte pas, il ne coordonne pas un certain nombre d'autres programmes, une dizaine en fait, qu'on peut classer dans 3 grands registres et qui sont donc rattachés à ce titre-là à des centres collaboratifs.
Il y a tout un volet sur l'observation, et je ne vais pas le détailler parce que je pense que Jean-François Doussin sur le CNRS insistera sur cette question de l'observation, qui était très clairement présente dans les propos d'Olivier Dufourneau tout à l'heure. Mais voilà, cette question d'observation, qu'elle soit physique et qu'elle soit moléculaire, voilà, est un sujet important. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui concerne les environnements côtiers. Et là, ça permet de se rattacher à un centre collaboratif qui est lié, qui est porté par l'Université de Bologne. Et puis le troisième type de programme auquel on participe, c'est des programmes qui sont plus orientés vers la modélisation, la prédiction. Et donc là, on est heureux que ces programmes servent d'une certaine manière au développement du centre collaboratif sur la prédiction qui est porté par Mercator Océan International, sachant qu'à l'IFREMER, on considère qu'effectivement le développement de Mercator Océan International est à la fois un succès français, c'est aussi un succès européen, mais c'est un succès français et que c'est un enjeu majeur pour le futur. Donc voilà, deuxième grand type d'illustration, ou troisième type d'illustration. Quatrième et dernier type d'illustration, c'est donc des actions qui peuvent être plus diffuses, qui sont peut-être moins visibles qu'un programme ou qu'un PPR ou une contribution nationale. C'est un ensemble d'autres actions qui ont été labellisées par la décennie. Ça a commencé avec les contributions IFREMER, CNRS, IRD à la COP 2021 de Glasgow, la COP climat, avec un tour du monde des sciences océaniques, un tour du monde digital. Ça s'appelait One Ocean Science, les sciences océaniques comptent, Ocean Science Matters. Ça a été une des premières actions que nous avons fait labelliser par la décennie. C'était quand même 37 institutions qui parlaient des interactions océan-climat. Et il faut savoir que depuis, en 2022 et 2023, il y a eu un pavillon océan porté par les organismes de recherche dans les COP 22 et 23, donc à Sharm el-Sheikh et puis ensuite à Dubaï, avec toute une série d'institutions. Je pense qu'il y en avait plus d'une trentaine cette année, il y en avait 20 en 2022. Et cette action-là, elle est aussi labellisée décennie des Nations Unies. Donc c'est finalement des moments où on se rencontre et où on se met en réseau. Deuxième exemple qui est évoqué ici, l'école bleue Outre-mer que l'IFREMER a organisée en lien avec le ministère des Outre-mer et la participation de beaucoup d'autres établissements, l'IRD, l'Université de La Réunion, le centre universitaire de formation devenu Université de Mayotte, qui a permis d'accueillir 75 jeunes à bord du Marion Dufresne pendant en gros 3 semaines, en 2 legs successifs. Bon, cette école bleue Outre-mer, elle a été labellisée décennie, et je pense qu'elle renvoie bien à un des objectifs qui était listé tout à l'heure, qui était de rapprocher la science, ou de faire découvrir la science par des citoyens, alors en l'occurrence des citoyens particuliers, mais qui étaient aussi bien des futurs, des scientifiques, que des étudiants en sciences sociales, que des étudiants en arts et communication, ou que des étudiants des métiers du maritime. Voilà, donc une idée de rapprocher science et, en l'occurrence, des jeunes. Et puis un troisième type d'exemple, une école d'été, dans le cadre d'un programme qui est soutenu par l'Agence française de développement, une école d'été sur la surveillance chimique des écosystèmes côtiers qui a permis d'accueillir à Nantes en 2022. On fait la même chose en 2024, des collègues étrangers intéressés par les méthodes particulières d'étude des contaminations chimiques. Donc une diversité d'actions qui visent, je pense, différents objectifs et qui me semble illustrer ce qui a été présenté tout à l'heure sur les bonnes raisons pour lesquelles on peut participer à la décennie. Pour être complètement sincère, on ne sait pas toujours, au moment où on fait l'action, on n'est pas complètement focalisé sur la décennie à tout moment, je le dis. Mais je pense qu'on s'inscrit effectivement dans un mouvement général et qu'on trouve un intérêt à s'inscrire dans ce mouvement. Je voudrais pour terminer donc 3 diapositives rapides sur la manière dont on prépare et l'état d'avancement de la préparation de ce congrès scientifique qui se tiendra juste avant la conférence des Nations Unies à Nice en juin 2025. Alors, ce congrès One Ocean Science Congress, vous avez vu qu'on a repris le One Ocean Science qui date de 2021 et de la COP Glasgow. Ce congrès a été sous-titré Science for Ocean Action. Donc, on retrouve aussi cette idée du lien entre science, action, science et politique. C'est l'un des 3 événements spéciaux qui ont été validés par les Nations Unies et qui vont précéder la conférence UNOC 3. Alors, les 2 autres événements spéciaux, vous les connaissez sans doute, hein, c'est un forum sur l'économie et la finance bleue,
qui est organisé par la Principauté de Monaco, qui se tient, à ma connaissance, mais ça peut toujours changer ces choses-là, les 7 et 8 juin. Et puis d'autre part, c'est un sommet des villes et des régions côtières et littorales, et qui va s'intéresser principalement, mais pas seulement, à la montée du niveau de la mer et puis à la résilience de ces territoires littoraux. Le One Ocean Science Congress, il est prévu qu'il se déroule du 4 au 6 juin. Initialement, c'était du 5 au 7, maintenant c'est bien du 4 au 6 juin. L'idée générale que nous avons, CNRS et IFREMER, puisque c'est une demande qui nous a été adressée aux deux établissements, que d'organiser ce congrès, c'est d'arriver à faire venir à Nice 2000 scientifiques du meilleur niveau, selon l'expérience consacrée, pour fournir un état des lieux. Et je reviendrai dans un instant sur les objectifs que nous avons dans ce congrès scientifique. Un point particulier, ce congrès, on le fait labelliser, mais il s'inscrit bien dans un mouvement général qui renvoie à la décennie. On a fait figurer ici, je crois qu'on a d'ailleurs emprunté cette diapositive, en tout cas dans son esprit, à Vladimir Ryabinin, l'ancien secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale. On va se servir des sorties, par exemple, de la conférence de Barcelone. On va se servir des livres blancs pour alimenter le One Ocean Science Congress. On se servira aussi de ce qui va se passer au Costa Rica en juin prochain, puisqu'il y a une conférence pré-UNOC. Et puis, ce One Ocean Science Congress, il est là pour alimenter la conférence UNOC 3. Il est là pour fournir des éléments scientifiques. C'est la demande explicite qui nous a été adressée. La science est importante. Elle est importante parce qu'elle fournit des éléments sur lesquels les négociations, les débats internationaux peuvent s'ancrer, peuvent se baser. Donc la commande qui nous est adressée, c'est fournissez ces éléments scientifiques objectifs, fournissez aussi dans une langue qui soit intelligible par celles et ceux qui participeront à la conférence UNOC 3. Et donc on se situe bien dans ce mouvement-là. Et puis, ce qu'on espère, c'est que ce One Ocean Science Congress, il rebondira aussi vers la suite de la décennie. Il y aura encore 5 ans, de 2025 à 2029. Et donc, les conclusions du congrès en lui-même, non seulement irrigueront la conférence UNOC 3, mais irrigueront la suite de la décennie. Sur la manière dont on est en train de travailler avec mon collègue Jean-Pierre Gattuso, qui on co-préside l'organisation de ce dispositif, de ce congrès, on essaie de se baser et d'anticiper quels seront les sujets principaux traités à l'UNOC 3. On a entendu dire par l'ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes et quel envoyé spécial du président de la République pour cette conférence, UNOC 3, qu'il y aura des Ocean Action Panels, qu'il y aura donc une dizaine de moments clés thématiques qui seront des objets de discussion internationale à l'UNOC 3. Et donc la manière dont on construit les thèmes du congrès scientifique, du One Ocean Science Congress, c'est d'imaginer quels sont les 10 thèmes qui sont susceptibles au mieux d'alimenter les 10 Ocean Action Panels, qui ne sont pas encore décidés, puisque le charme des choses fait qu'ils ne seront décidés qu'en juillet prochain par les Nations Unies, mais enfin on peut quand même anticiper un certain nombre de choses. Donc on est bien dans cet effort d'essayer de construire un congrès scientifique, qui est un vrai congrès scientifique, mais en le polarisant par rapport aux enjeux de la conférence UNOC 3. Donc l'objectif du congrès, ça va être de réunir à peu près 2000 scientifiques. J'ai pris l'habitude de dire que c'est un congrès scientifique à certains égards comme les autres, puisqu'il est bien scientifique. Ça n'est pas un forum sciences-société, mais il n'est pas complètement comme les autres, parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'il soit bien ouvert à la société, et donc qu'il n'y ait pas seulement des communications scientifiques, comme il y en a dans tous les congrès, qu'il n'y ait pas seulement des keynote addresses ou keynote speeches, comme il y en a dans tous les congrès, qu'il n'y ait pas seulement des posters, mais qu'il y ait aussi des démonstrations, des stands, mais qu'il y ait aussi, un moment ou un autre, des panels, des tables rondes qui se portent sur les interactions science-action, science-société, science-politique. Voilà, donc l'idée, c'est de fournir un état de la connaissance scientifique, et on ne va pas réinventer les choses. Il y a un rapport du GIEC, il y a un rapport de l'IPBES, il y a un rapport du World Ocean Assessment, il y a un High-Level Panel for Sustainable Blue Economy. Enfin, il y a toute une série de choses qui existent, donc on va plutôt synthétiser et puis mettre à jour. On va aussi souhaiter décrire des scénarios sur le futur de l'océan et montrer comment l'océan peut contribuer aux transitions de toute nature qui sont nécessaires pour l'agenda 2030.
Voilà, donc pour l'instant, ce que je vous dis là reste un peu informel. Il n'y a pas de site web. Ça devrait arriver bientôt. Mais il y a quand même un dispositif qui a été mis en place. Il y a un comité d'organisation dans lequel on va retrouver 6 universités françaises, 3 organismes de recherche, plus le CNRS, plus l'IFREMER, l'ANR, l'Office français de la biodiversité, dans lequel on va retrouver 2 universités du Costa Rica. On va retrouver le Centre scientifique de Monaco. On va y retrouver aussi la Commission océanographique intergouvernementale et puis la Commission européenne. Il y a un comité scientifique international qui a aussi été mis en place. Donc, on est en train de travailler. On fournira un certain nombre d'éléments. Et donc, nul doute que notre ambition, c'est de contribuer, en l'occurrence, au succès de la décennie et de UNOC 3. Je vous remercie. Merci François Houillet. Comment l'observation de long terme contribue-t-elle à la décennie pour les sciences océaniques? C'est ce que nous allons voir avec Jean-François Doussin, directeur adjoint du CNRS INSU pour Institut national des sciences de l'univers. C'est à vous. Bien, bonjour à tous, Madame la présidente de l'IRD, Monsieur le président de l'IFREMER, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices, mes chers collègues et évidemment, Mesdames, Messieurs. Effectivement, je vais essayer de montrer, d'illustrer combien la structuration de l'observation multidécennale est notre contribution partagée avec les organismes avec qui nous travaillons de manière continue à la décennie des océans. Évidemment, à l'unisson avec mes collègues qui m'ont précédé, je veux dire à mon tour que l'empreinte humaine sur les océans se fait de plus en plus menaçante pour le milieu marin, mais aussi pour les services écosystémiques qu'il nous fournit. Pollution multiple, plastique, eaux usées, pesticides, hydrocarbures, surpêche, développement du trafic maritime, extraction de ressources, canicule marine, impact généralisé du changement climatique, de l'acidification. La préservation de l'océan constitue un enjeu majeur. L'océan est aussi un des principaux compartiments du système Terre. C'est un régulateur majeur du climat. Il est impliqué dans de nombreuses boucles de rétroaction, tant positives que négatives. Évidemment, parce que les deux sujets, biodiversité et climat, ne sont pas disjoints, le changement climatique impacte violemment la santé des océans et leur fonctionnement. Laissez-moi aujourd'hui souligner un bien triste anniversaire. Aujourd'hui, ou plus exactement demain matin, nous connaîtrons le 365e record consécutif de température de surface de l'océan global aux moyennes latitudes. Un an où la surface de l'océan est plus chaude que jamais depuis que nous avons des relevés, c'est-à-dire à peu près depuis 50 ans. Bien sûr, cela nous parle de l'état du climat de notre planète, mais aussi de la souffrance qu'endurent les écosystèmes. La France compte près de 11 millions de kilomètres carrés répartis sur tous les océans, soit 4 fois la Méditerranée. La France est le deuxième État du monde en termes de territoire maritime, juste derrière les États-Unis. Il est donc naturel que le CNRS, en tant que service public de production de savoir, et en son sein, l'Institut national des sciences de l'univers, dans sa mission coordinatrice des recherches sur ces champs thématiques, soit massivement mobilisé au service des sciences de l'océan. Avec plus de 1000 scientifiques engagés dans une cinquantaine de laboratoires dédiés, mais en fait plus de 200 structures qui travaillent sur l'océan, le CNRS propose d'installer de multiples synergies entre toutes les disciplines, écologie, océanographie, physique, chimie, biologie, géologie, mathématiques évidemment, mais aussi évidemment histoire, économie, sociologie et même philosophie pour étudier l'océan dans toutes ses dimensions. Car en fait, on ne protège bien que ce que l'on comprend. En effet, les politiques de protection requièrent une appréciation de l'état de l'écosystème. Et la planification, finalement, l'adaptation, mais aussi la mitigation, nécessite une capacité de prédiction. Et cette capacité de prédiction, elle se base sur la réalité observée. Dans cet effort majeur de la communauté française pour étudier l'océan, un effort qui combine toutes les approches méthodologiques,
du laboratoire au mésocosme, de l'expérimentation in situ à la télédétection, des campagnes océanographiques à la modélisation, il est une approche qui tient une place particulière. Il s'agit de l'observation de long terme. Elle est indispensable quand on considère les échelles de temps et d'espace qu'on doit prendre en compte pour étudier les transformations de l'océan. Mais l'observation de long terme, multidécennale, est très exigeante. Elle est exigeante à maintenir dans un contexte où l'on décline souvent la recherche par projet de court terme, et puis où trop souvent on valorise des trajectoires personnelles devant des efforts de communauté, et l'observation de long terme est typiquement un effort de communauté. Étudier l'océan global sous pression du changement climatique, sous pression des activités anthropiques, exige une quantité et une diversité de données formidables. Des données évidemment totalement ouvertes, mais aussi totalement robustes, référencées, calibrées, interopérables. Derrière les magnifiques et indispensables portails de Copernicus, il y a bien sûr les e-infrastructures que nous opérons, qu'il s'agit de Dataterra et de son CDS Audatis, ou bien du pôle national de biodiversité. Mais derrière encore, il y a ce que moi j'appelle le peuple de l'observation. Ces centaines de collègues, CNRS, CNAP, universitaires, collègues de l'IRD, collègues de l'IFREMER, évidemment j'en oublie, chercheurs, ingénieurs, qui se lèvent tous les matins pour collecter des échantillons d'eau, pour mettre à l'eau leurs flotteurs, pour piloter leurs gliders, pour relever le trait de côte, pour inventer les nouveaux capteurs miniaturisés de demain, pour les calibrer, pour les rendre traçables. Mais aussi, car n'oublions pas l'observation spatiale, nos collègues totalement impliqués pour inventer le capteur satellite de demain en amont des futures missions spatiales, pour développer un algorithme innovant ou pour imaginer une fusion inédite des données en aval de tout cela. Effectivement, n'oublions pas l'observation spatiale, car les récents succès de SWOT ouvrent ni plus ni moins qu'une ère nouvelle pour notre compréhension de la physique de l'océan. Et ces succès que l'on constate aujourd'hui s'appuient en fait sur tout cet écosystème. Pas seulement l'écosystème spatial qui est indispensable, mais aussi tout cet écosystème amont, aval, l'écosystème de calibration et de validation. La décennie des océans constitue le cadre idéal pour amplifier encore la dynamique interorganisme qui existe depuis des décennies, pour mieux soutenir les activités d'observation, pour mieux les mettre en visibilité, pour mieux les structurer. Assurer ces services d'observation sur le long terme n'est pas facile, mais c'est indispensable. Et avec la création du French Ocean Observing System, excusez l'acronyme anglais, mais on cherchait à être compatible aussi bien avec Goose et Eurogoose, qu'on appelle aussi le FROUS, et donc n'ayez pas peur, nous comptons bien les valoriser encore mieux. Avec l'IFREMER, le CNES, l'IRD, Météo France, l'IPEV et le CEREMA, nous avons en effet fondé ce système d'infra pour proposer une gouvernance de haut niveau et coordonner les infrastructures de recherche du domaine océanique avec comme premier objectif de faire émerger des synergies nouvelles entre ces réseaux. Il s'agit de coordonner ces 4 infrastructures majeures que sont Illico, Argo France, EMSO et le projet d'infrastructure OIS. Je veux passer quelques minutes sur leur description, voire quelques secondes, pour partager avec vous la richesse, mais aussi la constance de leurs activités. L'IR Illico qui rassemble un ensemble de réseaux d'observation du domaine côtier et littoral, des services d'observation complémentaires qui collectent des échantillons et déploient des dispositifs de mesure pour étudier les écosystèmes côtiers. Il fédère 9 services labellisés qui opèrent tous, le plus souvent, depuis des décennies et qui sont labellisés en tant que services nationaux d'observation. L'IR Argo, qui opère depuis 25 ans une flotte instrumentée, robotisée, de plusieurs centaines pour la France, milliers pour l'effort international, qui dérive avec les courants océaniques et se déplace à la verticale entre la surface et 2 à 4 000 mètres de profondeur pour relever la température, la salinité de l'eau et d'autres propriétés qui décrivent la biologie et la chimie de l'océan. L'IR-EMSO, réseau d'observatoire du fond de mer et de la colonne d'eau au point fixe, qui a pour objectif scientifique d'observer en temps réel les processus environnementaux aux interfaces géosphère, biosphère, hydrosphère, et pour lesquels la France opère sur 4 sites méditerranéens depuis près de 15 ans. Le projet d'IROIS qui propose la Fédération hauturière des services nationaux d'observation, comme SSS, le service national de mesure de la salinité de surface au moyen de navires marchands d'opportunité, un service qui fonctionne
depuis plus de 50 ans de mesure et qui a été mis en place sous l'impulsion de l'IRD, mais aussi de MEMO, le service national de mesure de température, salinité, fluorescence, atténuation de la lumière, oxygène dissous et tentative de capture de proie, puisque le vecteur est cette fois-ci des mammifères marins qui sont équipés d'instruments avec plus de 21 ans de mesure. Pirata, 18 mouillages fixes, dont 6 d'entre eux sont maintenus par la France dans le golfe de Guinée et permettent la mesure d'une multitude de paramètres océaniques et atmosphériques. OVID, l'Observatoire de la variabilité interannuelle adécénale en Atlantique Nord, qui vise à documenter et à comprendre la variabilité de la circulation des masses d'eau. Évidemment, cette litanie peut vous sembler un peu longue, elle n'est rien à côté de la richesse de la production de données. Et la conférence des Nations Unies qui se tiendra à Nice sera l'occasion pour nous, avec nos partenaires fondateurs du FROUST, l'IFREMER, le CNES, l'IRD, je l'ai déjà mentionné, d'un portail intégré de l'ensemble des données de l'observation de long terme des services et des infrastructures françaises. Ces observations sont indispensables pour comprendre les dynamiques multiples qui sont à l'œuvre dans l'océan. Ces observations sont indispensables pour comprendre les dynamiques multiples qui sont à l'œuvre dans l'océan et qui déterminent ses trajectoires. Elles le sont aussi pour fiabiliser sa représentation numérique. La France ambitionne avec raison de produire un jumeau numérique de l'océan. Un océan numérique, comme préfèrent l'appeler mes collègues modélisateurs. Avec raison, tant est grande la pertinence et la performance de nos équipes. Par exemple, le développement et l'exploitation du modèle NEMO. NEMO, ce modèle communautaire, labellisé, international, qui fonctionne en plateforme distribuée de développement et qui en fait est un véritable back-office pour Mercator International qu'on a déjà mentionné. Mais disons-le, sans le forçage à tous les étages de tels systèmes par les données de l'observation, il est à craindre que nos modèles relèvent de ce que mon directeur, à l'époque de ma thèse, appelait la géopoésie, de magnifiques sorties au réalisme néanmoins limité. Pour qu'une telle œuvre d'un jumeau numérique à très haute résolution tienne ses promesses, il est indispensable de brancher en dur toutes les observations qui pourront être assimilées par les modèles pour en contraindre à la fois les entrées et les sorties. Cela ne peut être un vœu pieux, cela nous engage nous aussi, la communauté de la recherche. Pour cela, nous organisons la labellisation des services nationaux d'observation et des codes communautaires, qui est gage de qualité, d'ouverture, de traçabilité. La structuration des services en infrastructures de recherche et la structuration des infrastructures de recherche dans le FROUS, tant il y a de bénéfices à développer les synergies entre services d'observation, bénéfices en termes de bonnes pratiques, de technologies émergentes, mais aussi de création de nouveaux produits ou de nouveaux services. Nous préparons la montée sur les technologies de calcul intensif GPU, avec le projet Exascale par exemple. Nous investissons dans les centres de données, notamment Dataterra, 4 pôles océan, océan, atmosphère, zone critique, terre solide. Dataterra qui devrait fusionner sous peu avec le pôle national de biodiversité pour assurer dans les données la continuité qui nous semble évidente dans la science. La montée en résolution des modèles et donc les jumeaux numériques ne sont pas la solution à tous les problèmes. Cependant, la descente d'échelle et donc la montée en résolution envisagée est effectivement extrêmement prometteuse. Cette montée en résolution est indispensable pour aller vers la modélisation côtière couplée à la grande échelle et donc pour produire les services climatiques dont l'adaptation de nos sociétés aura besoin. Cette montée en résolution est aussi indispensable parce que nous savons que la prise en compte de petites échelles est nécessaire pour le bilan énergétique d'énergie. Mais ça, nous le savons via la cascade d'énergie. Mais nous observons aujourd'hui que même pour le bilan, pour l'estimation fiable de la capture de CO2, eh bien, la prise en compte de la petite échelle peut être importante. Et je n'ai pas résisté. Il y aura une publication scientifique dans cette présentation. Je n'ai pas résisté à mentionner cette publication qui montre que la prise en compte de la toute petite échelle peut augmenter de jusqu'à 34% sur un domaine de 3000 km par 3000 km la capture du CO2. Et que donc, même pour des enjeux de très grande échelle, la petite échelle peut être nécessaire. Pour accompagner
pour l'accompagner, pour que la montée en résolution tienne ses promesses, c'est-à-dire tout simplement que la justesse et la pertinence de ces services soient à la hauteur des attentes de toute la société, nous devons garantir une utilisation optimale des données. Donc on connaît tous les principes FAIR et CARE, FAIR, trouvable, accessible, interopérable, réutilisable, pour la gestion des données et les services d'analyse, et puis CARE fort, avantages collectifs, autorité de contrôle, responsabilité et éthique. Le respect de ces principes est un prérequis. Mais disons-le, il n'est pas suffisant parce que les données ne sont rien sans la confiance. L'objectif global doit être de doter la société d'un cadre de confiance où trouver des données certifiées, d'accord, mais surtout pertinentes. Nous pensons que par son expertise scientifique, par ses méthodes de validation scientifique, par ses méthodologies, la recherche est non seulement un producteur majeur, mais c'est aussi un acteur très fiable de la confiance. Il n'est donc pas question pour nous d'être producteurs de données, de les encapsuler dans des bouteilles étanches, de les jeter dans la mer et d'espérer qu'elles soient ramassées, mais surtout d'espérer qu'elles soient bien utilisées dans leur domaine de pertinence. Et donc, rester associés à cette utilisation, éclairer leur utilisation par les différents acteurs, que ce soit les acteurs opérationnels, les décideurs, les citoyens, les acteurs privés, ça nous impose à nous aussi, chercheurs, organismes de recherche, de nous organiser. C'est pour la communauté scientifique une sorte de révolution organisationnelle que de se mettre aussi concrètement au service de la société, tout en continuant à exercer sa mission première pour produire de la connaissance. Mais l'urgence et la gravité des bouleversements que nous connaissons l'imposent. En conclusion, nous nous préparons aujourd'hui, nous organisons nos infrastructures de recherche, nous nous préparons, dans le cadre de la décennie des océans, à mieux brancher nos données sur les besoins de la société, à se mettre en position pour que ces données soient moissonnées, réutilisées, pour qu'elles viennent irriguer les besoins sociétaux. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé des données de long terme, les données que produit la communauté scientifique de l'observation, du fait évidemment de la richesse que nous produisons et de l'importance cardinale que leur utilisation revêt aujourd'hui. Mais parce que nous savons aussi que la science se nourrit de la diversité des approches, nous faisons ce mouvement en direction de la promotion des données sans exclusive. Nos prospectives scientifiques nous disent combien il reste de processus mal connus, mal quantifiés, et donc nous soutenons aussi ces recherches, les recherches sur ces processus avec force, car nous savons que le processus le plus important dans un modèle est parfois celui que nous ne connaissons pas encore, et donc celui qui n'est pas encore dans le modèle. Avec ça, je veux vous dire combien nous saisissons cette opportunité qu'est la décennie des océans, et je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-François Doussin. L'ouverture de ce colloque ne serait pas complète sans l'intervention du chef de projet Né de la Mer à la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Voici donc Guillaume Thierrot. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à Océanopolis, à Brestem pour l'invitation à participer à ce colloque. Alors, j'ai l'impression d'être un peu l'intrus de la bande là, sur cette ouverture, puisque je ne suis pas scientifique et je ne vais pas vous parler exclusivement de science. Mais je vais apporter une perspective dont vous avez sans doute déjà entendu parler, une perspective qui est complémentaire, évidemment, qui est en vérité cette double perspective, à la fois de l'année de la mer et un peu, je vais en dire quand même quelques mots, de cette conférence des Nations Unies sur l'océan, puisque s'il y a une année de la mer qui est décidée, qui va être organisée en France bientôt, à partir de septembre prochain jusqu'à septembre 2025, j'y reviendrai, c'est d'abord parce que l'UNOC, parce que nous accueillons à Nice, en juin 2025, ça a été dit, du 9 au 13 juin 2025, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Alors je pensais que tout le monde ici était au courant de ce qu'était l'UNOC. Je vais balancer personne, mais quelqu'un m'a dit tout à l'heure, autour d'un café, qu'elle ne savait pas ce que c'était que l'UNOC. Alors très rapidement, ces UNOC, mais c'est quand même intéressant de souligner 2-3 petits points, et puis ça va expliquer aussi pourquoi on se projette sur cette année de la mer. Les UNOC, c'est des objets diplomatiques relativement récents. J'ai dit, c'est la 3e seulement qui va être organisée. La première a eu lieu en 2017 à New York. Une originalité de ces conférences, c'est qu'elles sont co-organisées par un État dit développé avec un pays dit en développement. Donc la première édition a été organisée par la Suède et Fidji.
La deuxième, qui aurait dû avoir lieu 3 ans après, c'est le rythme qui a été choisi pour ces conférences. On a sauté 2 ans avec la Covid, donc ça a eu lieu en 2022 à Lisbonne, co-organisée par le Portugal et le Kenya. Et donc la troisième édition, 2025, cette fois, c'est la France avec le Costa Rica qui organise cette conférence, donc qui n'est pas, attention parce qu'on entend parfois cette expression, ce n'est pas, en tout cas ce n'est pas encore une COP de l'océan. On aimerait que ce le soit. On aimerait que ça ait la même importance que les COP climat. Mais il y a encore du chemin pour arriver à faire en sorte que tous les sujets qui concernent l'océan aujourd'hui, il est fragmenté, il est parcellisé, il a été découpé en différents objets diplomatiques qui sont négociés à des endroits différents, dans des enceintes onusiennes ou non différentes, et qui font l'objet de négociations et de traités différents. Évidemment, ça complexifie la donne au niveau géopolitique pour arriver à protéger l'océan, puisqu'on peut avoir des négociations qui, l'une par rapport à l'autre, peut être contradictoire. Donc, l'enjeu, c'est qu'un jour, peut-être, ces conférences des Nations Unies sur l'océan deviennent des COP océan. Mais pour l'instant, c'est un grand forum, et c'est déjà pas mal, c'est un grand forum sur l'ODD 14. C'est le lieu où, justement, tous ces sujets qui sont abordés à des endroits différents, on essaye de les faire converger et de montrer à quel point ils sont connectés, ils sont reliés entre eux. Les 2 premières UNOC, de fait, elles n'ont pas débouché, on va le dire comme ça entre nous, sur beaucoup plus qu'une déclaration politique non contraignante, donc pas beaucoup de difficultés à signer des papiers qui n'engagent personne, et des engagements volontaires des États qui ont bien voulu en prendre. Mais au moins le sujet est monté un peu dans l'agenda international, puisque l'océan, et c'est pour ça que ces UNOC existent, était très absent justement et reste quand même relativement absent des COP climat, malgré le fait, comme ça a été rappelé précédemment, malgré son importance pour nous permettre d'avoir une planète respirable, habitable, vivable. Donc l'UNOC est apparu pour ça, ça a le mérite d'exister, et l'objectif maintenant, et c'est l'objectif que nous nous sommes donnés avec le Costa Rica, puisqu'on est dans cette dynamique de co-organisation, l'objectif, à défaut que ce soit déjà une COP océan, c'est que un certain nombre d'objets, un certain nombre de sujets avancent de manière significative grâce à l'UNOC 3. Et aujourd'hui, on a 5 thèmes qui font l'objet de discussions, de négociations internationales, plus ou moins avancées selon les sujets. Et vraiment, l'objectif, c'est que sur chacun de ces sujets, grâce à l'UNOC, parce qu'il y a cette date, parce qu'il y a cette échéance, eh bien, on arrive à provoquer des mouvements, à faire en sorte que ça soit cranté au niveau international. Je vous le dis très vite, ces 5 sujets, c'est le sujet de la biodiversité, avec évidemment l'accord BBNJ qui a été signé maintenant par plus de 80 États, qui est passé par l'Assemblée générale des Nations unies, mais qui doit encore être ratifié par au moins 60 États pour entrer en vigueur. Et aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça avance très lentement. Donc l'UNOC est utilisé comme un moment, une date clé, une sorte de date butoir pour atteindre cet objectif de ratification de 60 États de ce traité qui nous permettra de mieux protéger la biodiversité en haute mer et donc de contribuer à l'objectif, le fameux objectif du 30-30, qui est le cadre de Kunming-Montréal. Le deuxième sujet, c'est les grands fonds marins, qui est un combat politique qui est mené très fortement par la France, par le président de la République, par Hervé Berville, qui est redevenu secrétaire d'État, comme vous le savez, chargé de la mer, mais aussi maintenant de la biodiversité. Eh bien, ce combat, il est mené, mais là aussi, ce n'est pas simple. Aujourd'hui, il y a une coalition de 25 États seulement sur les 193 États des Nations Unies qui aujourd'hui sont favorables à minima, une pause de protection, sinon un moratoire, sinon, c'est la position que la France défend, mais pour l'instant toute seule, d'une interdiction totale de l'exploitation minière des grands fonds marins. Donc là aussi, il y a un sujet. Il y a un sujet parce qu'à l'échéance de juillet 2025, l'Autorité internationale des fonds marins doit prendre certaines décisions. Et l'objectif est que cette coalition ait grandi suffisamment pour que l'AIFM oriente plutôt sa perspective vers la protection que l'exploitation des fonds marins et qu'on laisse le temps, voilà un sujet quand même de science océanique, qu'on laisse le temps à la science pour nous éclairer sur ce qu'il y a dans ces fonds marins et sur les impacts d'une éventuelle exploitation minière. On a déjà quelques idées, mais vous voyez comment, au niveau politique et dans cette relation science, décision politique, l'articulation est importante pour arriver à obtenir ce moratoire. Je passe vite sur les autres sujets, sinon je vais rester très longtemps là-dessus.
Mais il y a aussi le sujet de la pêche INN, là aussi avec des négociations qui, pour l'instant, sont en panne. Il y a le sujet de la pollution plastique, avec un traité contre la pollution plastique, et en particulier, nous voudrions contre la production de plastique à usage unique. Là encore, une négociation difficile, qui doit théoriquement aboutir d'ici à novembre de cette année, avec 2 sessions encore de négociations prévues, l'une au mois d'avril à Ottawa et l'autre en Corée du Sud au mois de novembre. Mais là encore, sujet compliqué, on essaye de faire en sorte que l'UNOX serve un peu de point d'arrivée pour veiller à ce que si jamais on n'arrive pas en novembre, on continue à mettre la pression pour avoir un accord avant l'UNOC. Et enfin, le sujet de la décarbonation du transport maritime, là sur lequel il y a eu des engagements importants d'un certain nombre d'armateurs, mais où il y a quand même un travail d'accompagnement à continuer à faire, notamment au niveau de l'OMI. Donc voilà l'UNOC qui se profile à l'horizon avec les special events qui ont été présentés par François Houllier, donc je ne reviens pas dessus, mais c'est quand même important. Ça, c'est nouveau, et on espère que ça deviendra une norme pour toutes les UNOC qui succéderont l'UNOC 3. C'est la science qui va parler en premier. Et ça, c'est important de le souligner. C'est un choix fait par le Costa Rica et la France, puisque nous avons cette latitude de pouvoir proposer ces special events aux Nations Unies, qu'ils les valident ou non. Mais en tout cas, la proposition qui a été faite, c'est bien d'avoir en premier, parmi ces special events, un congrès scientifique pour que la science, encore une fois, parle d'abord pour éclairer ensuite les discussions qui auront lieu pendant la semaine du 9 au 13 juin entre les délégations des États qui seront présents à Nice. Donc je le disais, l'année de la mer, parce que l'UNOC, parce que nous sommes, ça vient d'être dit, parce que nous sommes la 2e nation maritime mondiale, et que le fait d'être cette 2e nation maritime, le fait d'être un pays du Nord, du Sud, un pays de tous les océans, eh bien ça nous donne évidemment une grande responsabilité, beaucoup plus grande que la plupart des autres États dans le monde. Et l'idée du président de la République en proposant cette année de la mer, c'est finalement qu'avant, on nous reproche quand même quelquefois, nous autres Français, une forme d'arrogance, à vouloir faire la leçon au monde entier, à vouloir expliquer ce qu'il faudrait faire. Eh bien, l'idée, c'est peut-être de dire justement qu'avant, non pas de faire la leçon, mais d'inviter d'autres États du monde à s'engager de manière importante sur ces différents sujets, comme ceux que je viens de citer, eh bien, peut-être de balayer un peu devant nos portes, ou plutôt balayer devant nos rivages, devant nos côtes, faire le travail d'abord au niveau national, faire ce travail de plaidoyer d'abord au niveau national, en somme, être nous-mêmes au rendez-vous de l'UNOC, tout simplement. Donc c'est ça l'enjeu de cette année de la mer, et qu'on résume souvent par une formule un peu simple, mais qui a le mérite, je crois, d'être clair. Cet enjeu, c'est celui de la maritimisation des esprits. Faire en sorte qu'au niveau national d'abord, dans notre pays, France hexagone, France des Outre-mer, France littorale, mais peut-être et surtout France de l'intérieur, on fasse monter le niveau de connaissance, le niveau de conscience, le degré de sensibilité sur l'importance de ces sujets, sur la dépendance que nous avons vis-à-vis de l'océan, pas simplement pour nos marchandises, nos vêtements, mais tout simplement pour vivre, pour habiter cette planète, et aussi comment nous impactons l'océan, même quand nous ne sommes pas en relation directe avec la mer, même quand nous n'habitons pas, quand nous ne travaillons pas au quotidien avec la mer. Voilà pour le pourquoi général. Dans le détail, quels sont vraiment les objectifs de cette année de la mer? Je vais vous donner des choses assez générales, et je m'en excuse, c'est un peu comme François Houllier. Je vous parle de choses déjà très travaillées, mais encore un peu informelles. Et donc évidemment, je laisserai le soin à un moment donné, quand tout sera pleinement validé et qu'il y aura des objets de communication présentables de manière visuelle, eh bien Hervé Berville, sans doute, de faire ses présentations avec le site Internet dès qu'il sera en ligne pour cette année de la mer. Mais je vais au moins vous donner un panorama d'ensemble pour vous permettre, si ce n'est pas déjà le cas, de vous préparer à rentrer dans la dynamique de cette année de la mer dès que ça sera enclenché officiellement. Le premier objectif de cette année, ça va faire écho à beaucoup de choses qui ont été dites, c'est faire connaître et faire aimer. J'ai entendu plusieurs fois, on protège mieux ce que l'on comprend. Vous me permettrez d'ajouter un verbe au milieu de la phrase, qui est le verbe aimer. On protège mieux ce que l'on aime et on aime mieux ce qu'on connaît. Donc je me permets d'insérer ce petit verbe au milieu, mais qui nous paraît important, parce qu'il y a cet enjeu que je retrouve dans le slogan d'Océanopolis, finalement, qui est cet enjeu de changer les regards, de cesser d'avoir peur aussi de la mer, de cesser de la considérer comme quelque chose d'un peu lointain, de tellement vaste et donc incompréhensible, et finalement avoir un rapport un peu plus affectif avec cet élément. Donc c'est cet enjeu, c'est ce premier objectif,
c'est se faire comprendre, se faire aimer, pour arriver à avoir cette formule qui finalement fonctionne assez bien. Ce qui veut dire que pendant cette année de la mer, on va utiliser évidemment différents vecteurs, l'éducation, les outils pédagogiques, j'y reviendrai, en milieu scolaire, mais pas simplement en milieu scolaire, la science. Je trouve fascinant, par exemple, tout ce qui vient d'être montré sur l'observation longue, mais ça, c'est des choses à vulgariser, à faire connaître, parce que c'est absolument passionnant et c'est peu connu, mais aussi faire participer à la science, faire vivre des expériences de science participative, faire mieux connaître tout ce que la science nous dit, non seulement de l'état de santé de l'océan, mais aussi les solutions qu'il contient, cela a déjà été dit, utiliser aussi la culture, ce que les artistes peuvent nous dire, nous montrer, pour nous émerveiller, nous éblouir et donner envie de s'intéresser et d'aimer l'océan, mais aussi parler de culture au sens large, parler de patrimoine, de notre histoire avec la mer, avec les océans, parler de patrimoine maritime, parler aussi quelque chose qui fait toujours plaisir, qui marche toujours bien, évidemment, qui est de parler de gastronomie de la mer, sans oublier le sport. Il y a les voiliers, je crois, pas loin de l'Arkea qui sont là, mais voilà, les sportifs et ces grandes courses et ces grandes manifestations, ces grands événements sportifs sont aussi des façons d'arriver à parler de la mer en démocratisant le sujet, en le popularisant, en faisant comprendre et en faisant aimer. Deuxième objectif, ça vous concerne peut-être plus directement, vous qui êtes des acteurs, pour moi, excusez-moi, de l'écosystème maritime, c'est valoriser tous ces acteurs que vous êtes et les fédérer. Et je pense que ça fait écho aussi à la façon dont la décennie de la science océanique est construite et les objectifs qui ont été posés. Valoriser d'abord parce que pour vous, de fait, c'est l'année de la mer tous les ans. Vous n'avez pas attendu le gouvernement, la décision de je ne sais quelle autorité pour vous intéresser à la mer et essayer d'en parler, de l'expliquer, de sensibiliser différents publics à l'importance de ces sujets. Et donc là encore, il ne s'agit pas de tout réinventer, mais il s'agit d'abord de s'appuyer sur vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous proposez, sur ce que vous avez pu déjà développer comme outil, comme manière de parler, de faire la médiation, de toucher, d'impacter différents publics sur l'importance de ces questions. Donc valoriser déjà ce que vous êtes et ce que vous avez pu produire les uns et les autres au service de cet objectif que vous n'aviez peut-être pas nommé comme ça, verbalisé comme ça, de maritimisation des esprits. Et en même temps, on va vous apporter de la lumière, j'espère des moyens pour vous permettre d'être mieux connu et mieux valorisé et mieux reconnu dans ce que vous faites. C'est aussi une façon de chercher à fédérer les énergies, à faire se rencontrer un certain nombre d'acteurs qui, des fois, travaillent sur leur territoire, travaillent sur un sujet, parfois dans leur coin, et bien, grâce à la dynamique d'un projet global, d'un projet collectif, un projet national, avec cette perspective internationale qui est celle de l'UNOC, et bien, vous invitez peut-être à encore davantage, comme dans un colloque comme aujourd'hui, chercher à travailler ensemble. Et puis, dernier objectif, qui est peut-être le plus important, mais qui est l'aboutissement des deux premiers, c'est agir et se projeter. Cette année de la mer, vous pourriez vite dire que ce serait du vent, que ce ne serait que de la communication, si je vous annonçais juste une programmation avec des belles séquences, avec plein de choses qu'on va peindre en bleu. On pourrait embaucher juste une agence de communication, on pourrait embaucher un grand artiste et dire voilà, ça va être l'année de la mer, ça va être de l'événementiel et de la com. L'enjeu principal de l'année de la mer, et elle n'a finalement d'intérêt, et ça rejoint encore des choses qui viennent d'être dites. J'ai beaucoup aimé ces expressions d'effort, de communauté. Ben voilà, c'est amener à travailler ensemble, mais au final, pour agir, pour mobiliser la société, c'est des expressions que j'ai vues, entendues dans la présentation de la décennie de l'océan. Donc, mobiliser la population, mobiliser la société au service de ces enjeux qui concernent la préservation de l'océan, mais en nous projetant collectivement dans le temps long. Et c'est à ça que veut inviter aussi cette année de la mer. Ce n'est pas tellement à célébrer l'océan pendant une année, ce n'est pas tellement à vous célébrer vous, à vous valoriser, oui bien sûr, mais finalement au service d'un objectif de long terme pour nous projeter vers ces horizons 2030, 40, 50, qui sont les horizons sur lesquels on doit se projeter si on veut faire sérieusement ce travail avec un effort constant, avec un engagement constant, avec des investissements constants, si on veut faire ce travail de réparation, puis de régénération de l'océan. Un exemple, je vais dire quelques mots rapidement, mais ça c'est un projet qui est déjà avancé, mais qui illustre ce propos, c'est la Convention des entreprises pour le climat et l'océan. C'est un projet qui est lancé
dans le cadre de cette année de la mer, ce qu'il a d'intéressant par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est que d'une part, il associe déjà plusieurs acteurs qui travaillent avec des acteurs économiques, de l'économie bleue, de l'économie maritime, mais pas seulement, pour les sensibiliser à leur impact sur l'océan, dans leurs différentes activités et sur leurs différents territoires. Et l'idée maintenant, ce n'est pas de faire juste une nouvelle convention des entreprises pour le climat. Ça existe déjà, il y en a déjà eu, et il continue de s'en organiser au niveau territorial ou thématique, mais d'avoir cette fois une convention des entreprises pour le climat et l'océan, donc qui fasse travailler une centaine d'entreprises au top niveau sur leur impact sur le climat et l'océan, pour les amener à la fin de leur processus qui va durer une année, à avoir des livrables, non seulement individuels pour chacune des entreprises participantes, mais aussi des livrables collectifs pour l'ensemble des entreprises, ou par secteur d'activité, ou par territoire, pour celles qui vont y participer. Donc, voilà quelque chose qui illustre ce qu'on va chercher à promouvoir, accompagner, soutenir pendant cette année de la mer. Tout ça va s'organiser, je vais aller assez vite là-dessus, parce qu'il y aura des communications officielles là-dessus prochainement, j'espère. Mais l'idée, c'est d'avoir une année construite sur 3 piliers ou avec 3 dimensions. On va dire une dimension événementielle, dont vous avez compris que je n'ai pas voulu en parler en premier pour ne pas donner l'impression que c'était ça le plus important. Mais évidemment, si on veut aller chercher le grand public, si on veut intéresser les médias, si on veut toucher des personnes qui ne sont pas déjà sensibles à ces questions pour diverses raisons, eh bien, il va nous falloir quand même une stratégie de communication événementielle ambitieuse. Donc ça va passer par des événements qui vont être organisés exprès, ça va passer par des opérations de communication qui seront lancées parfois en lien avec les sujets, je pense au plastique par exemple, parfois en lien avec les sujets de la conférence des Nations Unies dont j'ai parlé au début. Mais beaucoup d'événements vont être récupérés au service de la cause. On va s'appuyer sur des choses qui existent déjà, selon la bonne vieille stratégie du coucou. On va faire notre maison bleue maritime dans certains événements qui ont l'avantage d'être déjà très populaires, très grand public, dans des domaines différents. Et l'année de la mer, ça a déjà été annoncé par le président de la République à la fin du mois de novembre dernier, va commencer avec les Journées européennes du patrimoine et avec la Fête de la Science. La Fête de la Science du 4 au 14 octobre va avoir pour titre, pour thème, un océan de savoir, savoir au pluriel, comme sur tout ce qui a été dit, pour allier les savoirs des sciences dures, des sciences de la nature, avec les sciences humaines, les sciences sociales, et aussi les savoirs traditionnels, les savoirs autochtones, et mettre en avant tous ces moyens d'accéder à une connaissance sur l'océan. Donc ça, c'est la Fête de la Science 2024, donc un événement qui est, entre guillemets, récupéré, qui devient un événement de l'année de la mer, comme les Journées européennes du patrimoine. Et donc, on va rentrer dans cette année de la mer par le faire connaître très directement avec, et en ouvrant et en cherchant à s'adresser au grand public. Une deuxième dimension de cette année de la mer, c'est une dimension participative pour qu'elle soit inclusive. Donc là, c'est des choses que vous connaissez, qui sont habituelles dans ce type d'événement. Il y aura des labellisations d'actions pour des projets qui sont récurrents, mais qui voudront montrer qu'ils sont dans la dynamique de l'année et qui, en étant labellisés, un peu comme sur la décennie, pourront peut-être aller chercher des moyens, en tout cas une forme de reconnaissance du travail qu'ils font, et puis des projets peut-être un peu plus ambitieux, mais qui peuvent être menés à différentes échelles territoriales. Il y aura des appels à projets qui doivent être lancés, je l'espère. On a évidemment perdu quelques semaines avec un truc qui s'est passé au mois de janvier, c'était le remaniement, je crois, si vous avez suivi l'actualité, mais j'espère qu'on va être en capacité de lancer ces appels à projets au printemps prochain. Et puis une dimension extrêmement importante, j'en parle en troisième, mais elle est également importante par rapport aux deux premières, qui est la dimension pédagogique pour arriver à faire véritablement ce travail de sensibilisation. Anne-France Didier de la DG AMPA qui est là, avec Céline, Océanopolis, l'AMSTI, travaille déjà avec un certain nombre d'acteurs, peut-être certains sont ici, pour construire aujourd'hui un réseau justement de tous ces acteurs qui ont des propositions, qui ont des outils pédagogiques, qui ont l'expérience de la sensibilisation, de la formation, de la transmission d'informations, de connaissances, de savoir sur ces sujets, pour que justement ça ne soit plus éclaté, éparpillé, mais que pour toute personne qui demain voudra faire avec ses publics, avec ses collaborateurs dans son entreprise, dans une école, dans un établissement de médiation culturelle, etc., toute personne qui voudra s'investir dans cette année avec un projet pédagogique, eh bien, aura accès à une base de données en ligne, facile à utiliser, avec des entrées par thème, des entrées par public, et aussi avec une équipe d'animation dédiée, tout un accompagnement qui lui sera proposé. C'est le projet Génération Mère,
qui est un projet qui existe déjà, mais auquel on va essayer de donner beaucoup plus de moyens pour que finalement, il soit à la hauteur de l'ambition qui est la sienne et qu'il mérite d'avoir, surtout si on veut, c'est un des objectifs, là aussi sur l'année de la mer, qui est de le pérenniser au-delà de 2025 avec ces moyens nouveaux. Voilà, donc vous avez compris, le rendez-vous c'est pour septembre prochain, après les Jeux Olympiques, après les Jeux Paralympiques, après la rentrée scolaire, quand les cerveaux seront à nouveau disponibles, on l'espère, pour accueillir le sujet maritime, qui est notre sujet, qui nous passionne, mais qu'on veut désormais pouvoir partager avec le plus grand nombre. Je l'ai dit, cette année, elle doit durer 1 an, de septembre 2024 jusqu'à septembre 2025. Vous me direz, si vous aviez la parole, mais vous ne l'avez pas, alors je pose la question pour vous. Vous me demanderiez, mais pourquoi ça ne s'arrête pas au moment de la conférence des Nations Unies sur l'océan? Évidemment, cette conférence sera un point d'orgue de cette année de la mer, sera une sorte d'aboutissement, c'est évident. Mais l'idée de prolonger jusqu'à septembre, c'est pas de saturer ces mêmes esprits qu'on veut disponibles pour le sujet jusqu'à plus soif d'eau salée, c'est plutôt pour se donner un peu de recul, une fois que l'UNOC sera passé, une fois que l'année de la mer sera terminée, que l'été sera passé, c'est de se retrouver avec tous les acteurs qui auront participé à cette année de la mer, sportifs, éducatifs, scientifiques, responsables politiques, de collectivités locales, etc., de se retrouver pour un temps de digestion, restitution et projection de cette année de la mer. Revenir sur ce qui se sera passé, qu'est-ce qui aura émergé comme idée, comme proposition intéressante, comme piste de travail, comme rencontre, et voir comment tout ça peut se décliner par la suite avec cette ambition, encore une fois, de nous projeter collectivement en ayant embarqué, grâce à l'année de la mer, le plus grand nombre de personnes et d'acteurs possibles, nous projeter ensuite vers 2030, 2040, 2050. Voilà l'objectif, voilà l'ambition. Rendez-vous en septembre, rendez-vous en octobre à Brest, parce qu'il y aura un bel événement à bord du Pourquoi pas, à l'occasion de la fête de la science et des 40 ans de l'Ifremer. Mais rendez-vous dans les Outre-mer, rendez-vous partout. L'année de la mer, j'en termine par là, parce que je sens que vous trépignez depuis un moment avec envie de m'arracher le micro. L'année de la mer, mais je peux faire 2 heures, hein, méfiez-vous, sur le sujet. Et du coup, j'ai perdu le fil de l'idée, mais peu importe. Voilà, rendez-vous, c'est très important. Justement, ce n'est pas encore quelque chose qui est présenté tout ficelé, parce qu'on est encore à temps d'ajouter des briques, de construire des choses ensemble, d'accueillir des propositions, des idées. Le travail que je fais en interministériel, mais aussi à l'écoute des collectivités locales et d'acteurs comme vous, associatifs, institutionnels, scientifiques, c'est progressivement de construire une architecture et de mettre ensuite des outils à disposition de tous les acteurs qui voudront s'investir dans cette année de la mer. Donc il est encore temps de me faire remonter des propositions, des idées qui vous seraient venues notamment en m'écoutant aujourd'hui ou en échangeant par la suite autour d'un café et en ayant déjà avalé le kouign-amann, parce qu'en parlant avec, c'est difficile. Mais je suis à votre disposition pour continuer à échanger entre maintenant et demain matin avec grand plaisir, parce que cette année de la mer, elle fonctionnera d'abord si on la construit ensemble, et elle fonctionnera ensuite si on a réussi, comme à Océanopolis, à changer les regards sur la mer. Merci beaucoup. Merci Guillaume Thierriot, aimons la mer, aimons la science.